Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée au rapport dit rapport Duclerc, rapport de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis, présidé par le professeur Duclerc. Rapport qui nous donne le plaisir de recevoir Stéphane Audouin-Rouzot. Stéphane Audouin-Rouzot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes, en 2017, l'auteur aux éditions du Seuil d'un livre intitulé « Une initiation Rwanda, 1994-2016 ». Nous allons avoir avec vous une conversation non seulement sur ce livre, mais sur ce que le rapport Duclerc a établi. Et quand je dis nous, c'est David Jayes, essayiste et enseignant. C'est Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et c'est Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Recevant qualité de président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le professeur Duclerc, président de la commission dont je viens de parler, notre ami Jean-Louis Bourlange, retenu aujourd'hui hors de France par ses fonctions, déclarait, je le cite, « Le 6 avril 1994, à l'instant précis où les présidents du Rwanda et du Burundi étaient assassinés, débutait à Kigali le troisième grand génocide du XXe siècle. Après celui du peuple arménien en 1915 et celui du peuple juif par les nazis, le XXe siècle finissait ainsi sa course par le massacre soigneusement programmé, méthodiquement organisé et exécuté en un temps record de 800 000 à 1 million de Tutsis, hommes, femmes, enfants, massacre accompagné de la mise à mort de nombreux Hutus libéraux. Qualifié de génocide le 31 mai 1994 dans un rapport du secrétaire général des Nations Unies et reconnu comme tel dès le 16 mai par Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères, cette entreprise de destruction massive d'un peuple a été préparée par le régime du président Juvénal Habyarimana, que votre commission qualifie non sans justification précise dans votre rapport de raciste, corrompu et violent, et conduite avec détermination par les séides du gouvernement intérimaire qui s'installe au pouvoir au lendemain de l'assassinat du président. Les défaillances de l'État français, poursuit Jean-Louis Bourlange, sont indiscutables, massives, structurelles. Ces défaillances sont à la fois d'ordre politique, d'ordre intellectuel, d'ordre administratif et opérationnel, et enfin, peut-être surtout, d'ordre institutionnel. » Fin de la citation du discours de Jean-Louis Bourlange. Après 2 années de recherche, le rapport de 1200 pages dont il vient d'être question a été rendu public le 26 mars dernier. S'il récuse la complicité de la France avec les actes de génocide, ce rapport conclut à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes, responsabilités, comme Jean-Louis Bourlange le disait, politiques, institutionnelles et intellectuelles, mais aussi éthiques et morales. Des responsabilités politiques d'abord dans l'aveuglement du soutien à un régime raciste, des responsabilités institutionnelles, tant civiles que militaires, dans la défaillance des pouvoirs de coordination, l'absence de contre-pouvoir effectif et l'existence de pratiques irrégulières d'administration. Des responsabilités intellectuelles dans l'utilisation d'une grille de lecture ethniciste de la réalité rwandaise, des responsabilités éthiques au plus haut niveau dans la méconnaissance des événements malgré la disponibilité de l'information, des responsabilités cognitives, enfin, dans l'indistinction entre génocide et massacre de masse. Dans le prière d'insérer, Stéphane Audouin-Rouzot, du livre que j'ai cité en introduction, vous écrivez « Après 3 décennies d'un parcours de recherche entièrement consacré dès l'origine à la violence de la guerre », je ne l'ai pas rappelé au début, mais beaucoup de nos auditeurs le savent et vous ont déjà entendu que vous êtes un spécialiste de la Première Guerre mondiale, après 3 décennies d'un parcours de recherche entièrement consacré dès l'origine à la violence de la guerre, un objet imprévu a coupé ma route. On aura compris qu'il s'agit du génocide perpétré contre les Tutsis rwandais entre avril et juillet 1994, au cours duquel 800 000 victimes au moins ont été tuées en 3 mois. Ce qui se joue ou peut se jouer chez un chercheur dans l'instant tout d'abord, dans l'après-coup ensuite, constitue l'axe du livre qui va suivre, car l'objet qui a croisé ma route ne s'est pas contenté de m'arrêter pour un moment, il a subverti rétroactivement, en quelque sorte, toute la gamme de mes intérêts antérieurs. Fin de citation de votre prière d'insérer. Stéphane Audouin-Rouzot, c'est par cette subversion de vos intérêts antérieurs que je voudrais ouvrir notre conversation. Oui, merci, cher Philippe, de cette citation. Effectivement,
après la très belle citation de l'intervention de Jean-Louis Bourlange, donc devant les commissions des affaires étrangères et de la défense réunies, qui auditionnait Vincent Duclercq, ce texte de Jean-Louis Bourlange que j'ai entendu de bout en bout, m'avait d'ailleurs bouleversé par non seulement par sa qualité intrinsèque, mais surtout par la manière, par l'engagement de celui qui l'a dit. Alors oui, subversion de mes intérêts antérieurs en 2008, grâce à une de mes doctorantes qui m'a fait inviter au Rwanda pour un colloque où je me demandais bien d'ailleurs ce que j'allais pouvoir y dire. J'ai découvert donc pour la première fois le Rwanda. Je ne dirais pas que j'ai découvert pour la première fois le génocide, mais pas très loin. J'ai découvert surtout pour la première fois, c'est là que les choses se nouent, les victimes, les rescapés du génocide. Et plus exactement, j'en ai un souvenir d'une grande netteté dans ce colloque, dans un grand hôtel, un colloque comme j'en avais vécu en fait beaucoup. Enfin, avec tout de même le fait que l'encadrement était composé d'étudiants qui étaient tous des étudiants rescapés du génocide, qu'ils avaient l'âge de mes étudiants. Seulement eux étaient des rescapés du génocide. C'est pas des vieux rescapés, c'était des jeunes rescapés. Et ceci change absolument tout. Et puis alors que nous attendions sur la queue pour un petit café à la pause de la matinée, une rescapée, une femme, s'est tournée vers moi, qui je ne parlais pas, que je ne connaissais pas. Et elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit « Alors vous voyez, quand on a tué mes enfants sur mon dos, etc. » Elle a enchaîné. Je me souviens pas de la suite. Ça a été une telle stupeur qu'on me dise une chose pareille, une chose qu'on ne m'avait jamais dite. Et j'ai pris conscience à ce moment-là de cette coprésence, qui est le propre de l'histoire du temps présent. Cette coprésence entre finalement les acteurs, les victimes et le chercheur, l'historien. Évidemment, ça change tout. Et puis j'ai pris conscience, bien sûr, de mon extraordinaire, impardonnable indifférence en 1994, quand le génocide a été perpétré entre avril et juillet 1994. J'avais presque 40 ans, j'étais professeur d'université, je m'intéressais à la violence de guerre, j'étais indigné par ce qui se passait en Bosnie et le Rwanda, un blanc total. Ça m'a donné beaucoup à réfléchir sur ce que j'attribue à des formes de racisme inconscient dont nul d'entre nous n'est exempt. Et ce racisme inconscient qui, à mon avis, est un des éléments essentiels de l'indifférence, l'ignorance, le déni qui a frappé la France sur cet événement. Je ne parle pas du rôle de la France pour l'instant, mais l'événement lui-même, l'événement génocide, cette extraordinaire indifférence dans notre société qui devra quand même un jour être expliquée. Est-ce que cette indifférence ne naît pas du fait que l'idée qui court, c'est qu'au fond, les affrontements tribaux ou les affrontements interethniques en Afrique font partie de la vie quotidienne et que donc c'est bien dommage, mais personne n'y pouvait rien et puis ça s'est toujours passé comme ça et ça se repassera comme ça. Mais vous avez tout à fait raison. C'était d'ailleurs la lecture du pouvoir. Oui. Et le rapport Duclercq le montre éloquemment. François Mitterrand lui-même et ses conseillers qui ont été dans cette affaire sur ce dossier des assassins de papier et rien d'autre avaient cette lecture. Une lecture, au fond, datant de la fin du 19e siècle, datant des explorateurs, pas très nombreux dans la région des Grands Lacs, une vingtaine de personnes tout au plus, explorateurs, missionnaires, militaires, commerçants, et puis des colonisateurs ensuite, des ethnies, des ethnies transformées en races, et avec évidemment la volonté de s'appuyer sur certaines contre d'autres, en l'occurrence pour les Belges, les Tutsis contre les Hutus, qui sont ainsi racialisés. Et cette lecture a été absolument celle de François Mitterrand et de son entourage. Et donc avec une sorte de sentiment, effectivement, comme vous le dites, d'inévitabilité dans le massacre, avec... dès qu'il y avait, dans la période de 90-94, ces massacres récurrents qui annoncent le génocide, y compris dans les pratiques, dans la mobilisation de l'appareil d'État, eh bien, immédiatement, le pouvoir français met sur ces massacres, qui sont des massacres ethniques, le mot d'interethnique. Donc, interethnique, ça veut dire que des acteurs issus de deux ethnies différentes se massacrent mutuellement.
on n'y peut pas grand-chose, c'est très fâcheux, et il faut continuer à faire avancer finalement la politique française pour les intérêts de notre pays. Voilà, cette lecture a été un désastre intellectuel, effectivement. Cette défaite cognitive que souligne le rapport Duclerc est de ce point de vue très, très justifiée, et c'est celle que continue à développer aujourd'hui Hubert Védrine, donc à longueur d'intervention sur nos ondes. Michael Lavigel. Oui, ce que vous venez de décrire avec beaucoup d'émotion, professeur, m'a tout de suite rappelé ce que je viens de lire lors du déplacement du président Macron à Kigali, dans le mémorial du génocide, où d'ailleurs travaillent majoritairement des rescapés jusqu'à aujourd'hui. Et il y a dans une des salles où il y a toutes les photos cette fois-ci des assassinés, des tués, il y a une citation qui dit « Après Auschwitz, on nous avait dit plus jamais ça. Finalement, ce n'était valable que pour certains. » Et moi, en tant qu'Allemande, ça m'avait beaucoup, beaucoup frappé, mais frappé aussi puisque j'avais l'impression que toute l'Europe avait fait ce que vous venez d'écrire, c'est-à-dire fait un blanc. Et j'avais envie de vous demander comment vous voyez l'effet de cette commission sur la recherche même sur le génocide. Ce qui était très frappant aussi dans ce mémorial qui est plus pédagogique que ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi, les mémoriaux en France sur les deux guerres. Mais il y a quand même une ressemblance terrible sur la classification des Tutsis quand on connaît un tout petit peu l'histoire de la persécution des Juifs, ces comparaisons animaux, comment vous voyez les effets sur la recherche même? Alors, effectivement, ce plus jamais ça, moi aussi, je me suis fait la même réflexion que vous quand j'ai vraiment pris conscience un peu de ce qui s'était produit. Il est stupéfiant de voir qu'alors que le génocide a commencé, François Mitterrand est à Isieux, où il répète le plus jamais ça, alors que voilà, déjà un nombre immense de Tutsis sont tombés dans ce qui était un génocide indiscutable. Les effets sur la recherche. Écoutez, il est difficile, maintenant la recherche est lente, et il est difficile de mesurer les effets. Ce que je crois néanmoins, et ça c'est évidemment tout le mérite du rapport Duclerc et du discours du président de la République 2 mois plus tard, avec une extraordinaire accélération du calendrier que je n'aurais jamais cru possible. Ce que nous avons vécu dans ces 2 mois, terminés en quelque sorte par le discours d'Emmanuel Macron à Kigali, je ne pensais ne jamais le voir de ma vie. Et je l'ai écrit en plus. J'aurais mieux fait de m'abstenir, mais je pensais ne jamais le voir de ma vie parce que je m'étais aligné sur la temporalité des phénomènes de reconnaissance après l'extermination des Juifs d'Europe ou à d'autres événements de ce type. Et là, on a vécu une accélération extraordinaire qui fait que le texte, enfin le rapport de la commission Duclerc officialise un savoir nouveau, en quelque sorte. Et ce savoir, il était déjà largement disponible. En réalité, les chercheurs, les journalistes d'investigation en avaient les grandes lignes, mais il l'enrichit, il l'enrichit considérablement, il le précise, et puis surtout, il l'officialise. Et la manière dont le président de la République a reçu ce savoir, puis la manière dont il l'a en quelque sorte parlé à Kigali, eh bien, il l'a institutionnalisé. Après ça, pour des chercheurs comme moi, comme d'autres, les gens qui travaillent avec moi ou d'autres encore, que se passe-t-il? Là où nous étions dans une situation un peu marginale, voire très marginale, comme ceux qui... Je ne travaillais pas particulièrement sur le rôle de la France au Rwanda, mais c'était un sujet qui est un sujet qui m'intéresse moins que le génocide en lui-même. Enfin, néanmoins, on ne pouvait pas ne pas s'y intéresser. Eh bien, on était évidemment, ce que l'on pouvait dire, ce qu'on pouvait savoir, pouvait être recevable, mais c'était un savoir dénié, refusé, agressé, parfois. On était finalement de mauvais Français, vous voyez, qui ne cessaient de demander la repentance du pays, d'attaquer l'armée, d'attaquer les élites politiques, etc. Désormais, les choses ont changé en 20 minutes de discours. En 20 minutes de discours du président, parce que la France est faite comme ça, un discours de vérité s'installe dans le, dans le centre du champ. C'est le mainstream.
désormais, évidemment, tout chercheur venant dans ce champ est évidemment immédiatement absolument légitime. Il est dans ce mainstream. Hein, et ce sont nos adversaires, je pense que j'appelle généralement la Mitterrandie, par exemple, qui se trouvent sur une situation de marginalité et qui vont devenir très probablement de moins en moins audibles. Et donc, pour moi, la recherche s'en trouve puissamment facilitée dans son contexte. Et puis, il n'y a pas ne pas l'oublier, dans le discours d'Emmanuel Macron, comme dans le discours de Paul Kagame à Kigali, il y avait un appel à la recherche, avec une aide réelle que le président de la République, d'ailleurs, a commencé à initier en France dès 2018. Et j'espère beaucoup que grâce à la coopération entre chercheurs des deux pays, grâce à ce centre français, culturel français à Kigali, parce que finalement on ne parle plus de centre francophone déjà, les choses ont évolué, eh bien des tas de coopérations vont devenir possibles. Je pense que la recherche fondamentale et sur le génocide lui-même va s'en trouver stimulée, facilitée. Évidemment, je m'en réjouis. David Jayes. Oui, je crois qu'il faut d'abord saluer la qualité de ce travail, parce que c'est quasiment sans précédent, un rapport de 1200 pages, ce travail systématique sur les archives. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur des périodes aussi douloureuses et aussi meurtrières, cela, le plus souvent, a été l'œuvre des tribunaux. C'est-à-dire que c'était un travail d'enquête, dans le cadre de procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Là où la démarche me paraît à la fois très singulière et très prometteuse, c'est un travail historique, d'établissement de la vérité historique, qui se veut le plus exhaustif possible. Il y a quelques trous qu'on peut regretter. Je pense par exemple, très dommage que vous n'ayez pas eu accès aux archives de la commission d'enquête parlementaire de 1998. Je pense très dommage aussi que... Il faut dire un mot là-dessus. Il y a quelque chose de compliqué sur les archives de la commission parlementaire, qui est que les personnes ou des personnes qui ont témoigné devant cette commission ont demandé à rester anonymes. Ce qui est que le président de l'Assemblée nationale de l'époque a accepté cette demande. Son successeur actuel a jugé qu'il devait honorer la parole de son prédécesseur. Il a raison ou il a tort, chacun en décidera, mais ça n'est pas complètement une volonté d'occultation. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, Philippe. Après, il y a des moyens de contourner ça. C'est-à-dire que vous pouvez anonymiser les témoignages des personnes, vous pouvez habiliter très secret défense les historiens qui travaillent dans la commission. Bon, je pense qu'on aurait pu trouver des moyens d'ouvrir les archives. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque le rapporteur adjoint, je crois, de cette commission, l'a fait savoir dans des termes très nets. De la même manière, c'est très pauvre du côté de l'état-major. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelques fiches Bristol, mais guère plus. Donc là, je trouve que c'est très dommageable aussi. Donc c'est sans précédent, à mon avis, parce qu'on fait un travail de vérité historique. Et d'ailleurs, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'au terme de ce travail, vous ne cherchez pas à vous imposer ou à vous présenter comme des procureurs. Vous n'êtes pas là pour dire qui est coupable. Vous êtes là pour essayer d'établir des responsabilités et surtout de faire toute la lumière. Donc c'est une démarche proprement historique et scientifique. Et j'espère que ça pourra... Je pense que ça va avoir une résonance mondiale en réalité, parce que ça pourra guider d'autres démarches dans d'autres pays. Maintenant, j'avais deux questions à vous poser. Jean-Louis Bourlange l'a dit dans son discours à la Commission des Affaires étrangères et à la Commission de la Défense. Et ça a été assez peu relevé par les commentateurs. Il y a deux choses que révèle ce rapport, au-delà des faits et de la position de la France. La première, c'est le manque de clairvoyance et d'intelligence sur la situation dans cette zone. C'est-à-dire qu'il est manifeste que le gouvernement dispose d'informations erronées, de préjugés, de prénotions, etc. Il me semble qu'on n'en a pas suffisamment parlé dans le débat public et qu'on n'en tire pas suffisamment les conséquences quand, année après année, on diminue les crédits de la recherche publique, on coupe, y compris au Quai d'Orsay, tout ce qui nous permet de nous informer, d'être clairvoyants sur différents théâtres d'opération. Et j'ai envie de vous dire, quand on prétend avoir de grandes responsabilités dans le monde comme la France le prétend encore faut-il se donner les moyens de comprendre ce qu'il s'y passe. Et la deuxième chose, qui me paraît encore plus saillante et qui pour le coup n'a pas du tout été commentée et qui n'a pas beaucoup évolué, c'est la solitude de décision du président de la République. C'est-à-dire que nous sommes dans un système institutionnel extrêmement vertical, extrêmement centralisé, où il y a très peu de contre-pouvoirs, beaucoup de courtisans. Et si la France était ne serait-ce qu'un petit peu plus une démocratie parlementaire, il aurait probablement été possible de faire contrepoids, sans doute sur certaines de ces décisions. Et ça, il me semble que c'est un impensé et que ça n'a pas du tout été dit dans le débat autour de la publication du rapport. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous permettez, je reprends la question de David, mais en y ajoutant quelque chose.
David dit les informations sont mauvaises, elles sont pleines de préjugés, etc. C'est vrai, mais il n'y a pas eu que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu, au fond, comme informations de qualité qui ont été ignorées, comme informations justes qui ont été ignorées, et d'où venaient-elles, et qu'est-ce qu'il y a eu comme informations erronées, généralement d'ailleurs plus arrogantes que les informations de qualité? Oui, de ce point de vue, je pars d'un tout petit peu loin pour venir. Le rapport qu'a publié le Rwanda 3 semaines après le rapport du Clerc, qui est de grande qualité également. Le rapport Muse, ce cabinet d'avocats américains, a une phrase qui dit tout. Il dit l'État français a rendu possible un génocide prévisible. L'État français, la phrase est excellente, c'est vrai, mais sauf que c'est pas l'État français. Et c'est là que je commence à répondre à votre question. C'est pas tout à fait l'État français, c'est un tout petit groupe. Si on compte bien, ça fait moins d'une dizaine de personnes autour du président de la République. Secrétaire général, évêque de l'Élysée, chef d'état-major particulier, adjoint du chef d'état-major particulier, patron de la cellule Afrique, tout ça, c'est 5-6 personnes, pas plus. Ce qui paraît très, très frappant, c'est qu'effectivement, ce petit groupe, d'abord, court-circuite toute une série de contre-expertise au sein même de l'État. D'abord, évidemment, celle de Michel Rocard, Premier ministre, excusez du peu, qui, au début de la crise, se voit totalement dépossédé, coupé de tout contrôle de ce dossier, et qu'il a dit de manière remarquable récemment, parce que Vincent Duclerc a exhumé 2 textes de Michel Rocard de 97 et 98, qui sont absolument... qu'il a fait publier en particulier sur le site des amis de Michel Rocard. Il a court-circuité son ministre de la Défense, Pierre Joxe, qui s'oppose donc assez nettement à la politique suivie par la France et au principe même de son secret, de cet enfermement, en quelque sorte, dans le bunker présidentiel. Et puis, tout ce qui remonte vers l'Élysée est ignoré. Alors, à mon avis, ce qui a été dramatique, c'est l'expertise scientifique, Jean-François Bayard en particulier, africaniste, qui travaillait pour donc les instances françaises et dont les analyses ont été absolument écartées. La DGSE qui... les notes de la DGSE, c'est un des grands apports du rapport du Clerc, parce que quelques notes étaient sorties, on savait avant que la DGSE s'était opposée à la politique française, on avait montré les risques et avait fait, une fois le génocide ensuite commencé, fait des analyses tout à fait excellentes en montrant les risques immenses que la France était en train de courir de compromission avec un régime génocidaire. Tout de suite, a très vite analysé aussi les responsabilités, ou en tout cas les non-responsabilités dans l'attentat commis contre l'avion. La DGSE a été absolument écartée. Et tout ce qui remontait de la DGSE a été écarté. Et puis, il y a aussi un certain nombre de rédacteurs, comme Antoine Anfray, l'ambassadeur qui vient d'être nommé au Rwanda, à qui on a cassé les reins en 1991 pour ses analyses où il proposait, et là je réponds plus directement, Philippe Meyer, à votre question, il proposait un réexamen complet de la politique française au Rwanda. Non, je crois que ce que toutes ces analyses tendaient à dire, c'est que la lecture ethniciste du pouvoir central, qui est en fait un racisme, était erronée, sous-estimait absolument ou mésestimait le projet politique du FPR, qui n'était pas... il y avait vraiment cette idée que si le FPR prenait le pouvoir, il allait massacrer ou pousser à l'exil la quasi-totalité de la population hutu et lui a imposé au reste une domination de type quasiment féodal. C'était une espèce de véritable délire qui s'est emparé du pouvoir central, littéralement. Évidemment, les informations qui remontaient, elles ont remonté dès la fin de l'année 90, en particulier grâce au général Varret, qui était général 4 étoiles, commandant la mission militaire de coopération. C'est pas tout à fait rien. C'est-à-dire les troupes françaises qui étaient sur place, de l'opération Norrois, qui commence dès l'attaque du FPR en octobre 90, et qui dit, voilà, le patron de la gendarmerie m'a demandé des mitrailleuses. Et quand je lui ai demandé pourquoi la gendarmerie a besoin de mitrailleuses, parce qu'on va liquider les Tutsis, et ça sera rapide parce qu'ils ne sont pas très nombreux.
rapport qui a disparu d'ailleurs des archives françaises, car c'est un point également qu'a souligné Jean-Louis Bourlange, c'est qu'il s'est montré persuadé que les archives avaient été un petit peu nettoyées avant d'avoir été communiquées à la commission du clerc, ce que je pense également. Et donc, il y a eu ainsi les rapports du poste français à Kigali, en particulier le colonel Galinier, qui très vite a annoncé des massacres possibles qui pourraient atteindre le chiffre de 700 000 personnes, absolument écarté, et qui a quitté son poste et quitté l'armée. Voilà, et de même que le général Barré a fini par également démissionner et quitter l'armée. Il y a donc eu, en fait, et c'est là la tragédie, et c'est en ça que la phrase du rapport Muse, l'État français a rendu possible un génocide prévisible, cette phrase est exacte. Prévisible, oui, et prévisible, et prévu par qui? Mais par nous. Prévu par nous. Prévu par nos services. Prévu par nos services secrets, par le poste français sur place, par les militaires de haut rang, prévu par nous. Et c'est cette prévision qui a été délibérément écartée. C'est en ça que je dis que François Mitterrand et son entourage ont été des assassins de papier. Richard Verly. Oui, je voudrais, à travers vous, revenir sur le contenu du rapport et quand même essayer de le questionner autour, au fond, de 3 axes. Ce qui me frappe, et ce que vous venez de dire permet de rebondir. Le premier point, vous dites effectivement, et c'est ce que le rapport explique, l'entourage de François Mitterrand, notamment son cabinet militaire, a commis des fautes terribles, et vous utilisez l'expression assassin de papier. Maintenant, vous êtes historien et vous n'avez pas travaillé seulement sur le Rwanda, vous l'avez dit au début, vous avez travaillé sur d'autres situations de conflit, notamment la Première Guerre mondiale, et ma question est, est-ce que ce n'est pas le propre d'une situation de guerre, et à l'époque le Rwanda est vécu comme une situation de guerre, de voir les militaires en France, à un moment donné, s'approprier le pouvoir réel, lorsque, je dirais, les autorités civiles, pour une raison ou pour une autre, sont défaillantes. Donc première chose, est-ce que là, il y a, à votre avis, un problème un peu systémique qui est, je ne sais pas qui a eu cette expression, que au fond, l'art de la guerre est trop, qu'il ne faut pas le laisser aux militaires. Voilà, c'est Clémenceau, je crois. C'est Clémenceau, ça tombe bien. Est-ce que ça vous préoccupe, et est-ce que là, il n'y a pas un vrai enseignement à tirer pour des crises futures, c'est-à-dire trouver un moyen de s'assurer que même lorsque, par exemple, un chef de l'État est en mauvaise santé, ce n'est pas son cabinet militaire qui emportera la décision finale dans une République française où tout est extrêmement centralisé, vous venez de le dire, dans le bunker de l'Élysée. Premier point. Donc, cette analogie avec d'autres situations possibles. Deuxième point, quand même, il y a de fait une guerre menée par le FPR. Absolument. Il y a une guerre menée par le FPR, et alors il se trouve que moi je n'étais pas comme journaliste au Rwanda au moment du génocide. Il faut rappeler qui est le FPR. Le FPR, donc le Front Patriotique Rwandais, qui était la rébellion Tutsi, à l'époque dirigée par Paul Kagame, qui est d'ailleurs depuis resté le chef de l'État du Rwanda et qui opérait à partir de l'Ouganda voisin notamment. Et qui est par ailleurs anglophone, alors que la majorité Hutu, le pouvoir Hutu de Habyarimana, était présumé francophone et défenseur de l'influence francophone. Ma question, c'est est-ce qu'on peut complètement aujourd'hui, et c'est un peu la tentation du rapport quand même, complètement extraire l'enchaînement des décisions de cette situation de guerre avec, comme toute guerre, ses coups bas, ses trahisons, ses manipulations et par ailleurs la logique de puissance qui était celle de l'époque avec un FPR, donc le Front Patriotique Rwandais Tutsi, présumé soutenu par les Américains. Deuxième point. Et enfin, troisième point. Il y a quand même un élément ou un événement qui ne trouve toujours pas explication, c'est l'attentat contre l'avion présidentiel. Les 2 présidents, vous le dites, sont tués lors de cet attentat. Or, là-dessus, pour des raisons que personnellement j'ignore, on n'arrive toujours pas à savoir la vérité. Donc voilà les 3 points sur lesquels j'aurais souhaité vous interroger. Stéphane Audran. Oui, merci de vos questions. Alors, je suis bien d'accord avec vous qu'il ne faut pas extraire le génocide de la guerre. D'ailleurs, il n'y a pas de génocide sans guerre. La guerre est un élément absolument central d'un processus génocidaire. Sans le basculement que provoque chez les acteurs sociaux le phénomène guerrier, les conditions de possibilité d'un génocide ne sont pas réunies. Donc je partage tout à fait votre point de vue. Je l'ai d'ailleurs rappelé moi-même au Rwanda, c'était avant le confinement.
en disant qu'on ne pouvait pas extraire le génocide de sa gangue, évidemment guerrière, qui transforme complètement les perceptions, les agendas des uns et des autres. C'est tout à fait évident. Néanmoins, ceci n'excuse pas le pouvoir français qui aurait dû et qui savait, qui avait tous les moyens d'information sur la manière dont, dans le pouvoir rwandais, et en particulier autour du président Habyarimana lui-même, dans la Kazu, ce qu'on appelle la petite maison, la maison du président, au sein de l'armée, au sein de la garde présidentielle, au sein de la gendarmerie, dans le parti unique, bien entendu, dans les autres partis, même dans les autres partis, c'est renforcé progressivement. Le camp, en quelque sorte, décidé à résoudre finalement la question de la guerre par l'attaque d'une 5e colonne imaginaire, les Tutsis de l'intérieur. Et ça, nos services l'ont dit, et nous l'avons ignoré. Et le génocide a encore commencé. Nous restons, la France, le pouvoir français, reste obsédé par l'idée d'une négociation possible entre les partis, qui est évidemment impossible une fois le génocide. Cette illusion qu'a reconnue très courageusement d'ailleurs Alain Juppé dans sa déclaration, dans sa tribune dans Le Monde, une semaine après le génocide. François Mitterrand ensuite et son état-major. François Mitterrand n'a pas été un malade comme l'avait été Georges Pompidou en 73-74. Qui ne contrôlait plus les affaires de l'État. Ce que montre bien, je trouve, le rapport Duclerc, il montre moins bien certaines choses, à mon avis, notamment les affaires militaires. Mais ce qui montre bien, c'est qu'à chaque fois que l'entourage de François Mitterrand a proposé au président de l'époque donc des options, en fonction des différentes étapes, 2, 3, 4 options, le président, malheureusement, a toujours pris la plus mauvaise. Et a toujours pris, et lui-même. Et là, on a les manuscrits de sa main, avec un ferme contrôle de ce qui se passait, a choisi des options qui faisaient que la France avançait un petit peu plus loin dans la compromission avec le pouvoir en place, au nom, effectivement, d'une démocratisation que l'on demandait, ce qu'on essayait de favoriser, mais en ignorant complètement que le pouvoir en place et les structures Hutu Power se trouvaient en réalité constamment raffermies et donc adossées à ce soutien français qui paraissait éternel, au fond. Et ça, il y a là une erreur très grave. Alors l'attentat, la DGSE, dès le mois de septembre 1994, émet un rapport et dit voilà, on en est sûr maintenant, ça ne peut pas être le FPR. Ça ne peut pas être le FPR. Et depuis cette date, il y a eu 2 enquêtes, comme vous le savez. La deuxième, celle de Trévidic sur place, montrait très clairement que les missiles ont été tirés du camp de la garde présidentielle, le camp de Kanombe. Alors, je me suis renseigné ensuite auprès de spécialistes de ces questions de balistique. C'est très complexe, bien entendu. Mais enfin, il est certain qu'on ne peut pas envisager qu'un commando du FPR se soit glissé dans le camp de la garde présidentielle, tout près de la maison du président et de l'aéroport. C'est une très grosse opération, en fait, ce tir de 2 missiles. Une très grosse opération qui exige des repérages préalables. La flamme du missile fait que vous êtes repéré, c'est une très grosse explosion. Vous êtes la visibilité est extrême. Et donc, il faut des complicités extrêmement importantes sur place pour que ce soit possible. Je pense, personnellement, qu'il s'agit d'un coup d'État tel qu'il s'en est produit souvent en Afrique. On profite de l'absence du président, en quelque sorte, pour l'organiser. Et que c'est ça qui s'est passé. Le drame, si vous voulez, c'est là votre question, c'est que le doute, si vous voulez, le doute sur l'attentat crée en quelque sorte une boucle de rétro-interprétation sur le génocide lui-même. Mais au fond, si c'était le FPR, il suffit d'émettre l'hypothèse. Est-ce que, comme on le trouve dans certains ouvrages, comme l'ouvrage par exemple de Philippe Retiens dans le Que sais-je sur la question, au fond, la responsabilité morale du génocide repose sur le FPR, donc majoritairement Tutsi. Et donc, au fond, ceux qui ont dénoncé le génocide et l'ont interrompu par leur victoire militaire sont ceux qui l'ont déclenché et ils l'ont fait sciemment. Vous voyez comme cet argument traître. Et ceci démonétise complètement le génocide lui-même, ce qui est
c'est assez curieux, puisque comme si les victimes y étaient pour quelque chose. C'est là un des graves obstacles politiques dans le récit, si vous voulez, que nous aurons rencontré depuis 27 ans. Et cet obstacle, de ce point de vue, n'est pas complètement levé. Je crains qu'il ne le soit jamais. Un mot sur l'armée. Pour faire une analogie qui n'a pas d'autre intérêt qu'un intérêt rhétorique, pendant l'affaire Dreyfus, il y a le colonel Picard et il y a le commandant Henry. Il y a eu, là aussi, pendant l'affaire du génocide, il y a eu des colonels Picard et il y a eu des commandants Henry. Vous en avez nommé quelques-uns tout à l'heure, qui n'étaient pas de débutants, ni pas là pour faire leur classe. Et à l'intérieur de l'armée, toutes les remontées d'informations ont été bloquées au point que, sur place, la partie de l'armée française qui était sur place n'a pas été autorisée à en finir avec la radio Mille Collines, enfin empêcher la radio Mille Collines qui appelait au massacre matin, midi et soir et jour et nuit, et qu'ils ont été empêchés d'intervenir et d'empêcher ces massacres. Donc il y a là un engagement qui me paraît quand même un engagement fort de la hiérarchie militaire, en dépit de ce que sur place des militaires se soient refusés et souhaitaient un autre comportement et demandaient à recevoir d'autres ordres et d'autres consignes. Voilà, on revient un peu à votre question, ça va me permettre d'approfondir la réponse que je ne vous ai pas faite de manière suffisamment complète à l'instant. Cette question de l'armée est la plus délicate. Comme vous le savez, le président de la République a vraiment blanchi absolument l'armée dans son discours à Kigali. Je comprends très bien qu'il l'ait fait, d'un point de vue politique. Et c'est le président de la République, c'est pas un essayiste. Et que le président de la République doit faire très attention, bien évidemment, à l'armée, à l'état-major, à l'opinion des forces françaises. Je le comprends parfaitement. Néanmoins, on pourrait dire, et ça a beaucoup surpris l'armée elle-même, je crois, que l'armée française s'en est très bien sortie de cet épisode. Il y a le fait d'abord que le rapport Duclerc est très dur sur le pouvoir politique, sur le fonctionnement des institutions, sur François Mitterrand et son entourage, mais il est plus vague, disons, sur ce que j'appellerais l'aspect opérationnel. Pour des raisons aussi de recherche, pour des raisons d'effet de source, c'est que, certes, on sait beaucoup de choses sur les notes laissées par le général Queneau, le chef de l'état-major particulier de François Mitterrand, de son adjoint, le général Huchon, mais ça, ils n'ont pas un commandement opérationnel. En revanche, sur le rôle de coproduction des ordres de l'amiral Langsade, chef d'état-major, qui lui a la haute main sur les opérations, c'est plus faible. Et puis, en réalité, la question de l'armée, elle se pose au niveau... j'ai fait suffisamment de travail sur le fait militaire français. Si on veut voir ce qui se passe dans une armée, il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qu'ont fait exactement les soldats français ? Est-ce qu'ils se sont contentés, ce qui était la mission de Norrois, qui se renforçait constamment, est-ce qu'ils sont contentés de faire de l'assistance technique à l'armée rwandaise, de former les officiers et les troupes et de les aider à manier les canons français de 105 quand ils ont été livrés, mais sans eux-mêmes ne jamais rien faire, ou bien est-ce qu'ils se sont mis dans une situation à certains moments de co-belligérance, dépassant leurs ordres, notamment dans le maniement des canons en question, notamment ont-ils fait le coup de feu avec le FPR ou pas ? Le général Varret, général 4 étoiles, commandant la mission militaire de coopération, en 1993, s'est rendu compte qu'ils avaient franchi cette ligne. Et ça répond à ce que vous disiez, c'est-à-dire une forme d'autonomisation. Dans une interview pas très ancienne, on a le général Langsade, aujourd'hui bien sûr à la retraite, la question lui a été posée. Il dit, écoutez, pour moi, non, tout ça n'a pas eu lieu, à moins, dit-il, que j'ai été berné. Comme si, vous voyez, des circuits parallèles, en quelque sorte, avaient pu se mettre en place, et voyant que ces ordres n'étaient pas... que les ordres opérationnels n'étaient pas respectés, le général Varret, en 1993, s'est insurgé. On lui a immédiatement retiré
toute une partie de son commandement, après quoi il a compris qu'il était donc désavoué, et donc il a renoncé à ce commandement, et il a quitté l'armée. Il a été, la période que nous venons de vivre a été pour lui une véritable forme de rédemption. Il a demandé à monter dans l'avion d'Emmanuel Macron pour aller à Kigali, et parce que voilà, il estime que lui avait fait son travail d'officier français, et je suis bien d'accord avec ça. Il a fait son travail d'officier français, voilà. Et donc voilà ce qui s'est passé. Il reste, je pense, beaucoup de travail à faire sur cet opérationnel. Bon, il y a aussi le problème des comportements de prédation sexuelle de certains soldats français, y compris pendant le génocide même, de la soldat turquoise. Je suis malheureusement persuadé qu'ils ont eu lieu, qu'ils n'ont jamais été poursuivis. Il y a quelques traces de tout ça dans le rapport du clerc. Mais voilà, ce sont des questions. Tout ce qui a été mis sous le tapis, où on en est maintenant, finira par sortir. Qu'il faudrait probablement terminer le travail de vérité. C'est pas très facile. Personnellement, il faut peut-être laisser aussi le temps à l'opinion française d'absorber les révélations qui ont été faites au cours de ces 2 derniers mois. Et c'est quand même, j'imagine que pour beaucoup de nos concitoyens, c'est quand même tout de même un choc assez profond, qu'il soit de droite ou de gauche. Michaëla Wiegel. Oui, je voulais justement compléter. J'ai eu la chance de m'entretenir assez longuement avec le général Varé, qui était effectivement du voyage et qui est encore très bien portant, qui est vraiment un très, très grand monsieur. Je ne m'exprime pas sur ses qualités militaires, mais en tous les cas, lui était tout à fait d'accord que le président a bien fait de blanchir l'armée. Et pourtant, il a vécu ce moment, comme vous le disiez, comme un moment de rédemption. Et ce qu'il m'expliquait, c'était que une reconnaissance quiconque des fautes de l'armée ouvrirait automatiquement des demandes de réparation. Et vous, comme historien, ça ne vous est pas échappé que par une concomitance assez bizarre, le lendemain du retour du président Macron, l'Allemagne a conclu ses négociations avec la Namibie sur le génocide, qui est d'ailleurs aussi dans le mémorial à Kigali comme exemple d'autres génocides, et qui est une transaction malheureusement très financière à mon égard. C'est moins un travail d'historien. Donc, je me demandais comment vous voyez toute cette question de réparation, d'aide au développement, parce que, bien sûr, tout ce rapport, toute cette commission et tout ce que vous dites me dit que vous auriez dû faire partie de cette commission. Toute cette commission montre quand même l'importance du travail historique. Oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais vous n'avez pas été membre de la commission du clerc parce qu'on considérait, ceux qui ont nommé cette commission, considéraient que votre livre, celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, était déjà une prise de parti, que par conséquent, on aurait pu vous soupçonner d'être de parti pris. Vous l'auriez été, d'ailleurs, évidemment. Je peux vous dire que, puisque j'ai été mêlé à ça de très près, effectivement, le président de la République, s'il avait pu le faire, m'aurait nommé dans cette commission, bien sûr. Il me l'avait d'ailleurs annoncé quand il a fini à la fin de l'année 2018 à Péronne, quand il avait fini son itinérance mémorielle sur la Première Guerre mondiale. Il en a été empêché. Il en a été empêché par justement toute une série de forces venant de l'ancien, voilà, de la défense, des affaires étrangères. Sur le monde de la védrinie, comme on dit aujourd'hui, n'y est pas pour rien. Et donc, j'ai été écarté. Évidemment, j'en ai pas été très content, comme vous en doutez. Et donc, il a fallu bâtir la commission sur une fiction, qui a été d'ailleurs très bien déployée, avec beaucoup de talent, par Franck Paris, qui dirige la cellule Afrique de l'Élysée, en disant, au fond, comme le monde de la recherche sur le Rwanda en France est très clivé, ce qui est exact, il est clivé comme ce genre de sujet. Les chercheurs ils répliquent un peu la violence de leur sujet dans leurs relations entre eux. Ils vont importer leur conflit dans la commission. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, on n'a pas besoin de gens qui connaissent le Rwanda. Ce qu'on veut, c'est les archives françaises, comme si le Rwanda n'avait pas interagi avec nous et nous interagi avec lui. Et on va prendre des gens qui n'y connaissent rien. Et comme ça, ce sera mieux. On aura donc une page blanche, une neutralité complète. C'est évidemment une fiction. Il faut bien
Enfin, c'est comme ça. Et donc, j'avais toute ma liberté de parole quand le rapport est sorti, pour le lire d'abord, longuement, il faut 3 semaines. Et puis ensuite, finalement, pour l'approuver, dans sa tonalité en particulier, et dans toute une série d'aspects. Alors, oui, l'armée. Je crois que l'armée était très inquiète de ce qui allait lui arriver. Et je le sais de première main. L'armée était très inquiète et depuis longtemps de cette commission, en se disant c'est à nous qu'on va faire porter le chapeau. On va nous faire le coup de la bataille d'Alger, comme si l'armée était en Algérie sans qu'on l'ait envoyée. C'est quand même un pouvoir civil qui, dans une démocratie, qui envoie voilà. Et donc on va nous faire le même coup et on ne pourra pas se défendre puisque par définition l'armée ne peut pas prendre la parole dans l'espace public. On n'imagine pas le chef d'état-major et puis les hauts gradés commencer à alimenter un débat public sur ça. Et donc, l'armée a été très rassurée de voir qu'elle était relativement, même très épargnée par le rapport, que la pointe du rapport allait vers le pouvoir politique, ce qui est parfaitement justifié, puisque c'est bien le pouvoir politique qui a ce que j'appellerais la responsabilité primaire de la politique au Rwanda. Et vous avez vu qu'un des problèmes clés du rapport du Clerc, c'est cette question de la complicité. Alors, il n'y a pas de complicité. Alors, Hubert Védrine, d'autres ont dit, voyez, il n'y a pas de complicité. Alors, qu'est-ce que vous venez nous chercher ? Bon, à dire vrai, les spécialistes de droit pénal international n'ont pas eu beaucoup de mal à dire, attendez, c'est plus compliqué que ça sur le plan juridique, car en droit pénal international, compte tenu de la jurisprudence actuelle, la complicité peut être reconnue sans intentionnalité. On pourrait dire, voilà, vous n'aviez évidemment pas l'intention qu'il y ait un génocide, mais compte tenu du niveau d'aide que vous avez fourni aux génocidaires, on peut considérer qu'il y a une forme de complicité. Et à ce moment-là, évidemment, vous avez vu tout de suite le problème, et à ce moment-là, évidemment, réparation. La complicité active, immédiate, on n'est pas passé loin. Comme l'a rappelé Édouard Balladur après le rapport du Clerc, mais ça, on le savait depuis longtemps, une des obsessions de François Mitterrand et de son entourage en particulier, c'était de faire marcher les forces françaises sur Kigali pendant le génocide. Et de faire marcher Turquoise vers Kigali, ce qui aurait à ce moment-là, avec l'espoir d'arrêter les forces du FPR donc au niveau de la capitale, et à ce moment-là, en obligeant le FPR donc, à négocier avec le pouvoir en place, avec le gouvernement intérimaire, le GIR, le gouvernement intérimaire rwandais. Et si on avait fait ça, derrière nos lignes, les forces armées rwandaises, la gendarmerie, les milices, etc., auraient terminé le génocide des Tutsis jusqu'au dernier. Et là, la complicité ne se discuterait même pas. Elle serait ouverte, active, écrasante pour la France, heureusement. Heureusement, c'est une option stratégique qui a été écartée par le gouvernement de cohabitation arrivé en 93. David Jays. Un des arguments qui est régulièrement convoqué par les gardiens du temple, si j'ose dire, c'est de dire au fond, la France était le seul pays à se préoccuper de la situation au Rwanda. Elle avait cherché une solution politique avec les accords d'Arusha. Et au fond, l'argument, à mon avis, un peu spécieux qui est souvent utilisé, c'est de dire c'est dans le délitement du processus d'Arusha ou dans le fait qu'on n'a pas su voir que les différentes forces n'allaient pas jouer le jeu des accords d'Arusha que réside l'engrenage qui a mené au génocide. C'est pas tout à fait recevable, ça n'est même pas du tout à mon avis, mais il y a en creux une question que j'ai envie de vous poser. Au fond, est-ce que la communauté internationale, par son silence, par son désengagement relatif, en particulier les États-Unis, n'a pas aussi une forme de rôle dans cette montée des intransigeances et dans cette montée au génocide. Et la deuxième question, je rebondis sur la question que je vous avais posée tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, quand on prétend jouer un rôle international, comme la France le prétend encore, on ne se doit pas, face aux prérogatives que l'on s'attribue, de s'attribuer aussi de grandes responsabilités à la hauteur de ces prérogatives ? Évidemment, je ne vais pas vous contredire. Vous avez raison, et il est certain qu'il n'y a pas que la France qui a failli. La communauté internationale a failli, bien sûr, gravement. Les États-Unis, bien sûr, qui ne voulaient surtout pas une reconnaissance explicite du génocide pour ne pas avoir à intervenir. La Belgique, dont la politique était catastrophique, notamment quand elle a
retiré ses troupes de la Minoire, de la force qui s'était installée à la suite des accords d'Arusha, une force de 2500 hommes qui, après le massacre de la dizaine de parachutistes qui protégeaient la première ministre, massacre du 7 avril, où Agathe Iwungilimana a été sauvagement assassinée avec les 10 paras, parce qu'elle représentait en fait un premier ministre libéral d'opposition, mais donc intégré au pouvoir. Les activistes, évidemment, l'ont immédiatement cerné. La Belgique a retiré ses troupes, ce qui fait que les forces onusiennes, mais les a pas retirées tout seul. Il y a eu le soutien, le Conseil de sécurité était d'accord et la France a soutenu. Et il restait plus que 250 hommes, essentiellement d'ailleurs des non-combattants. Et donc, nous avons, au moment où il fallait être là, la Minoire s'est trouvée dramatiquement affaiblie. Quand nous avons envoyé le 9 avril, nous avons lancé l'opération Amaryllis d'évacuation de nos ressortissants, on aurait pu envisager de laisser du monde sur place pour, par exemple, sécuriser tel ou tel emplacement ou dans lesquels, au moins, à ces endroits-là, évidemment, nous ne l'avons pas fait. Bon, alors, et le mot du génocide, comme vous le savez, n'a été prononcé que extrêmement tard. Il s'est officialisé, à dire vrai, qu'à partir du mois de juin, ce qui, évidemment, est une catastrophe. Mais sur Arusha, alors c'est le grand argument védrinien, qui est la France a fait Arusha. Il faut rappeler ce que sont ces accords d'Arusha. Alors, ces accords d'Arusha, c'est des accords de partage du pouvoir qui ont été signés en août 1993, et également d'hybridation entre les forces armées rwandaises, d'une part, du pouvoir en place, et de l'APR, l'instrument militaire du FPR. Et donc, à partir du début 93, un certain nombre de protocoles commencent à être signés avant le protocole final d'août 93. Et donc, la doxa, c'est que la France a fait Arusha, et donc, on ne peut pas être contre Arusha. Bien, excusez-moi, mais d'abord, c'est pas la France qui a fait Arusha. Le pays qui a vraiment joué un rôle, dont les diplomates ont joué un rôle central à Arusha, c'est la Tanzanie. Il faudrait peut-être le rappeler. Le problème, c'est qu'évidemment, si on regarde uniquement les archives françaises, on voit que les Français, évidemment, sont également à Arusha. Mais les Français ne sont pas signataires des accords d'Arusha. Un petit détail. Deuxièmement, c'est pas que les accords d'Arusha se sont délités. C'est qu'ils sont, si je puis dire, délités avant même d'être signés. Et là, il y a une faute évidemment extrêmement grave, c'est que le président Habyarimana a deux discours. Un discours en français, où il semble effectivement enclin à négocier Arusha, et les discours en Kinyarwanda, qui sont d'une toute autre teneur, et dans lesquels il traite les accords d'Arusha de chiffons de papier, en disant très clairement qu'il ne les respectera pas. Donc, en réalité, ces accords, personne n'est prêt à les respecter au moment où ils sont signés. Mais surtout, et ça, je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment, au fur et à mesure que, si je puis dire, ce processus d'Arusha arrive vers sa conclusion, loin de pacifier la scène politique rwandaise, ces accords mettent les structures Hutu Power, militaires et civiles, en fureur devant les risques de perte du pouvoir, de perte de privilèges, de perte des commandements dans l'armée, dans la gendarmerie, etc., en fureur. Et c'est la signature de ces accords d'avant crée une rupture entre le président Habyarimana et ses structures Hutu Power qui perdent confiance dans le président. Et ces structures, à ce moment-là, vraiment décident littéralement et s'organisent en vue du génocide. Et ça, c'est un des arguments extrêmement intéressants du rapport rwandais, du rapport Muse. En tout cas, en tant qu'historien, c'est-à-dire sensible à la question du temps, j'y suis très sensible. Le soutien français persistant au pouvoir en place a donné le temps aux génocidaires de s'organiser et de préparer le génocide, a donné le temps. Et oui, si ce pouvoir était tombé plus tôt, des massacres, il y en aurait eu, hélas. Mais cette préparation très minutieuse du génocide, qui n'est pas du tout un massacre spontané, comme on l'a montré, effectivement, d'une ethnie qui contre une autre, et une immense colère populaire contre laquelle on ne pouvait rien faire. Non, ce massacre a été
extraordinairement bien préparé, et on le voit très bien dès le 6 avril au soir. Dès le 7 avril, il n'y a plus déjà, tous les opposants à Kigali sont morts. Et les cadavres s'entassent par dizaines de milliers en quelques jours à Kigali. N'oublions pas, et c'est la grande différence avec la Shoah, c'est que la courbe d'extermination n'est pas du tout la même. Dans le cas du Rwanda, les deux tiers des victimes sont mortes dans les 5 premières semaines. La moitié dès les 3 premières semaines. La courbe monte au sommet immédiatement, avant de redescendre, d'abord parce qu'il y a de moins en moins de victimes à tuer, puis parce que les victimes prennent conscience, enfin se cachent, parviennent à réduire finalement la létalité de ce qui se produit. Mais le génocide, littéralement, saisit au nid les populations tutsis, absolument dépourvues de tout moyen de défense, et même ne réalisant même pas ce qui est en train de se produire. C'est ça la réalité voilà. Et le plus surprenant sans doute, c'est que le 24 avril à Paris, on est reçu le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement de tueurs, accompagné d'un tueur bien plus dangereux que lui, qui était le responsable de la CDR, c'est-à-dire un parti politique récemment apparu, qui était le plus extrémiste et le plus raciste de toute la scène politique rwandaise. Il aurait été reçu aux Affaires étrangères, à Matignon et à l'Élysée. Nous n'avons malheureusement aucun compte-rendu de cette rencontre. Stéphane Honda-Rousseau, pour terminer cette conversation, et avec tous nos remerciements, vous avez des nouvelles du Rwanda. Comment est-ce que le rapport Duclerc et comment est-ce que le rapport News ont été accueillis? Quels effets pensez-vous qu'ils puissent avoir ou qu'ils aient déjà commencé à avoir? C'est difficile de parler pour le Rwanda depuis la France, les échos bien que vous sûr. recevez, Les échos qu'on peut avoir, c'est d'abord, dans les cercles du pouvoir, le rapport Duclerc a beaucoup surpris. On n'en espérait pas autant. On ne pensait pas que la France, cette commission allait oser dire ce qu'elle a dit, et plus exactement que le président de la République allait tout de suite finalement accueillir favorablement, parce que c'est ça, ce rapport Duclerc, il aurait pu être mis dans un tiroir, la France s'y connaît en la matière, et à ce moment-là, on n'en parlerait plus au moment où aujourd'hui. C'est exactement là. Donc il y a eu un peu ici une divine surprise. Autant que je peux le savoir, il y a eu un petit moment, immédiatement, le pouvoir rwandais, avec une grande intelligence politique, a accueilli favorablement ce rapport, tout de suite. Puis le président Kagame, lors de son grand discours commémoratif du 7 avril, en a parlé dans des termes favorables, qui ont provoqué chez moi, en tout cas, une certaine stupeur, pour ne rien vous cacher. Les Rwandais n'avaient pas encore sorti leur propre rapport. Donc on est sorti d'une confrontation qui était brutale, souvent injuste, bien sûr, avec la France. D'après les informations que je pouvais avoir, dans les cercles du pouvoir, on pouvait s'inquiéter quand même de certaines poches, en quelque sorte, de l'opinion publique rwandaise, du côté des rescapés, qui trouvaient qu'on était peut-être un peu trop aimable avec la France dans cette première phase. Mais enfin, ce que je vois, c'est que le discours d'Emmanuel Macron a été bien reçu au Rwanda. La présidente d'AVEGA, c'est-à-dire l'association des veuves du génocide, est venue remercier le président après son discours. Ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre. Le président a dit « mais il ne fallait pas me remercier ». Et cette étreinte, comme ça, m'a paru extrêmement symbolique. Symbolique aussi, sans doute, d'un amour déçu du Rwanda pour la France. Déjà, quand le président Sarkozy était venu en 2010, il avait tenu des propos courageux qui ont été la première porte entrouverte. Il y avait des drapeaux français plein Kigali à son départ. Je crois que globalement, une nouvelle époque s'est ouverte. Et je pense que la brèche qui s'est ouverte dans ces 2-3 derniers mois ne sera pas refermée. J'espère vivement, en tout cas. Stéphane Honda-Rousseau, je vous remercie. Je remercie Cyprien Legrand avec qui cette émission a été préparée. Je remercie Benoît Carré qui va en assurer le compendium, le compte-rendu analytique. Je remercie aussi Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site et Olivier Magloire qui, lui, veille sur nos plateformes, ainsi que Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent, le studio L'Arrière-Boutique et Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission.